J'ai écrit un essai qui s'appelait Utopie mode d'emploi et je milite pour l'utopie à plusieurs endroits, dans des conférences, auprès de dirigeants, auprès de plein de gens. Et comment j'en suis arrivée à l'utopie? En fait, je me suis pas réveillée un matin en me disant l'utopie c'est formidable, c'est comme ça que je vais donner de l'optimisme et puis tout ça. En fait, c'est la conclusion de recherches que j'ai fait pendant 18 mois à une époque où je pensais arrêter le métier de développement durable. C'était en 2012, hein, ça faisait 10 ans que je faisais ça. Je m'étais pris une bonne claque en devenant maman. Et je me suis dit, mais ça fait 10 ans que je fais ce métier, rien ne change. Donc je vais arrêter, mais avant d'arrêter, je vais quand même essayer de comprendre pourquoi on ne change pas. Et est-ce qu'il y a des leviers? Et en fait, en faisant ce travail de recherche de neurosciences, de psychologie, de philosophie, de sociologie et de tout ça, et des autres modèles alternatifs, je me suis dit, mais en fait, ce truc existe. Donc j'ai vu tous les leviers, et je me suis dit, mais en fait, ce truc existe finalement. C'est ce qu'on appelle l'utopie. Et après, je n'ai eu de cesse que d'essayer de comprendre en quoi l'utopie était vraiment importante. Et en fait, l'utopie, c'est pas une façon de fuir la réalité, c'est une façon de la changer, et c'est même la seule. Et c'est pas non plus une façon de se dire, on projette un truc un peu inatteignable et tout ça, mais comme ça nous fait persévérer vers ça. Non, 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 non. En fait, une utopie, elle se réalise. Et les gens qui lancent des utopies les lancent pour les réaliser. Ils ne les lancent pas pour se faire plaisir ou pour fuir la réalité. Et l'utopie, en fait, c'est une conception inversée du progrès. C'est-à-dire que le progrès dans notre époque moderne, on va dire, c'est partir d'aujourd'hui, tirer une ligne et se dire... et en fait, c'est ça le progrès. C'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui. Et puis si on tire une ligne, ben, demain, ça sera ça. Donc c'est penser, par exemple, que le progrès, c'est l'avion, le béton, le nucléaire et tout ça, et tout ce qu'on a toujours connu. Ça serait le progrès. Et Étienne Klein dit qu'il faut faire progresser la notion de progrès, justement. Il ne faut pas s'en satisfaire. Et en fait, l'utopie, c'est une conception inversée, c'est-à-dire que tu ne pars pas d'aujourd'hui pour faire moins pire, par exemple. C'est ce qui est le cas de la transition, la croissance verte, du développement durable et de tout ça. Tu pars d'aujourd'hui et tu essaies de faire moins pire. Donc en fait, tu essaies de rogner sur ce que tu as toujours fait. L'utopie, c'est partir de demain. On ne se préoccupe pas de ce qu'on fait aujourd'hui. On se dit, quel monde je veux? Dans quel monde je veux vivre? Et en fait, tu poses cette ambition-là, tu poses ces objectifs-là, et à partir de là, tu vas tout faire pour les faire advenir. Le truc non négociable, c'est l'arrivée. C'est pas le départ. Pour les autres, de manière générale, le progrès, le truc non négociable, c'est le départ. Donc, c'est les modèles. En fait, quand tu es dans ce truc classique, tu vois tout ce que tu peux perdre. Tu vois toutes les loyautés que tu vas devoir lâcher. Tu vois que tu vas te renier sur tout ce que tu as toujours fait. C'est hyper douloureux de changer, en fait. Alors que si tu pars de demain, c'est page blanche. Il n'y a pas de camp, il n'y a rien à renoncer. On est juste en train d'inventer un autre monde. Et en fait, ce truc-là, il déclenche un facteur principal extrêmement important qui est le désir d'un autre monde. Parce que faire moins 15% de CO2, ça n'a jamais donné envie à personne. Alors que se dire on va faire un monde sans pollution ou un monde... Bah là, en fait, on est en train de recréer ce désir qui est quand même la puissance de vie, en fait, qui nous fait avancer. Si on n'a pas de désir, c'est la dépression. Donc on est vraiment dans cette histoire-là avec l'utopie. Et en fait, partir d'aujourd'hui pour faire moins pire, quelque part, c'est créer des perfusions pour retenir le monde d'hier. On est juste en train d'essayer de le retenir. Et quand vous êtes sur l'utopie, en fait, quand on vous dit que vous êtes des irréalistes ou des gens qui ne sont pas lucides, en fait, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire qu'un utopiste, il se décolle du présent. Lui, il est justement extra-lucide. C'est-à-dire qu'il est lucide par-delà le présent. Il est capable de voir ce qu'il peut y avoir en dehors du présent. Alors que tous les autres n'arrivent pas à décoller de ce présent. L'utopie, alors ça fait rire. Hein, quand on vous traite d'utopiste, en général, c'est pas un compliment, on est d'accord. Et moi, ce qui me fait rire, c'est justement cette condescendance, cette petite arrogance sur les utopistes. Parce que l'utopie, c'est utopia, c'est-à-dire qui n'a pas de lieu. Et nous, on a traduit ça par « qui ne peut pas en avoir ». On a traduit, comme le dit Théodore Monod, l'irréalisé par l'irréalisable. Ce qui dénote quand même un manque de confiance en l'humanité. C'est comme si on n'inventait jamais rien.
en fait. C'est comme si on n'avait jamais rien inventé, jamais rien de nouveau. Donc ça dénote aussi un peu de foi en l'humain, un manque de peut-être la peur d'espérer, un manque d'audace, de vision. Et finalement, les utopistes, le contraire de l'utopie, ce n'est pas le réalisme, c'est le conservatisme. Les utopistes, ce sont justement ceux qui sont en train de penser le futur, de le rêver et de tout faire pour le faire advenir. Et heureusement pour nous, il y a des gens qui s'autorisent l'utopie, qui s'autorisent à rêver grand. Parce que sans utopie, il n'y aurait pas ground control, par exemple. Il n'y aurait pas l'avion, il n'y aurait pas Internet, il n'y aurait pas le droit de vote, il n'y aurait pas on serait encore sous esclavage, etc., etc. Vous prenez n'importe quel droit important. Après, il y a des utopies pourries, hein, celle d'Hitler, tout ça. Mais si on prend la façon dont l'humanité a progressé, vous prenez absolument tout, sécurité sociale, tout, droit de vote des femmes. Peut-être 15 minutes avant, c'était une utopie. Et puis, une fois que c'est passé, ça perd le droit de s'appeler utopie, puisqu'une utopie n'a pas de lieu. Et donc, on oublie que les utopies se réalisent. Mais une évidence, un droit fondamental, au départ, au moment où c'est on va dire, imaginé, débattu, porté, défendu, c'est une utopie. Donc il est absolument urgent de remettre en place cette histoire. Rêver grand, c'est rêver très très grand. Et c'est ça la force de l'utopie. En fait, l'utopie, c'est quoi ? C'est d'abord un objectif radical. Radical ne venant pas de violence, mais venant de racines. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui défend l'essentiel. Alors, désolée pour les gens qui m'ont déjà entendu dire ça, mais je trouve que l'image est flagrante. On n'a pas demandé un esclavage responsable ou une transition esclavagiste. Il y a un moment donné où la dignité, elle est forcément radicale. Il n'y a pas à tortiller, en fait. Ça ne se négocie pas. On négocie sur un modèle, on négocie pas sur les valeurs, on négocie pas sur l'humanité, on négocie pas sur la dignité. Les femmes, elles n'ont pas demandé à voter une fois sur deux. Ça n'a juste aucun sens, cette histoire. Alors ça peut faire rire de se dire, oui, esclavage responsable, on réduit les coups de fouet par 4, ou la ségrégation, ils s'assoient dans le bus les mercredis et les jeudis, par exemple. Ça nous fait rire parce que pour nous, aujourd'hui, c'est évident. La fin de la ségrégation est une évidence, ce n'est plus une utopie. La fin de l'esclavage aussi, et l'esclavage était une abomination. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On s'autorise 60 000 morts par pollution par an en France. Donc si on se dit, on va réduire de 15% les particules fines, ça veut dire tout bonnement qu'on considère comme dommage collatéral d'avoir 48 000, ou je ne sais pas très bien ma règle de 3, personnes qui meurent de la pollution. Dommage collatéral d'un modèle. Voilà. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que dans l'époque, il y a peu de gens qui sont capables d'avoir cette clairvoyance sur ce qui est intolérable. Et c'est bien la difficulté. C'est-à-dire qu'une utopie, elle est portée par des minorités. Par des minorités qui sont capables de contester le présent. De se dire, il y a quelque chose dans ce monde qui est intolérable, je vais le défendre. Mais ce qu'elles disent aussi, c'est il y a quelque chose dans ce monde qui est intolérable, et pourtant, vous le tolérez. Et c'est pour ça que tous ces gens-là, on leur crache dessus. Et de manière même physique, c'est ce qui est arrivé aux suffragettes. C'est-à-dire qu'elles étaient 300 devant le Parlement britannique, c'est toujours vraiment une minorité qui fait avancer une utopie. Et la majorité des autres femmes leur crachaient dessus. Parce qu'elles étaient en train de fissurer le ciment social. En fait, ces gens-là sont... l'avenir naît dans la contestation du présent. Et on est très très peu nombreux en fait à supporter que le présent soit contesté, parce que ça remet en cause tout ce qu'on a toujours fait, des modèles pour lesquels on a peut-être fait des sacrifices. Donc c'est hyper dur en fait. Les utopistes ne le font pas pour vous mettre en état de culpabilité, sauf que c'est ce qui vous renvoie. Donc c'est hyper compliqué. En fait, ce sont des gens qui... Parce que ce qu'on rétorque à un utopiste, c'est « Ouais, mais ce modèle, il est établi, il est partagé. » C'est la norme. Mais c'est pas parce que c'est établi, que c'est partagé, que c'est la norme, que c'est acceptable, en fait. Il faut arrêter de confondre les deux. Et c'est pas parce que c'est établi, accepté et la norme que c'est inéluctable. L'esclavage a été aboli et bonjour les lobbies de l'époque, quoi. Toute l'économie tenait sur les bras des esclaves.
Et s'il a été aboli, c'est aussi parce que dans les cartons, il y avait la machine à vapeur. Bon, on le regrette aujourd'hui, mais il y avait la machine à vapeur. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi les gens qui innovent dans un sens. C'est-à-dire que l'utopie a pu être réalisée parce qu'on avait une solution. Mais cette solution de la machine à vapeur, elle est sortie des cartons parce qu'il y a eu une abolition radicale de l'esclavage. Si on avait dit on va en faire un petit peu moins, bah, ça aurait été dur de la sortir, hein, tant qu'on pouvait le faire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les nouvelles machines à vapeur, entre guillemets, les innovations pour avoir du zéro carbone, de la zéro pollution, etc. Mais ça existe, mais il y en a plein. Du biomimétisme, du low-tech, du circulaire, du fonctionnel, ça existe. Donc en fait, on ne manque pas de moyens, on manque pas c'est juste super mal investi, on ne manque pas d'idées. Ce dont on manque, c'est de priorité, du sens de l'essentiel, de l'audace, de la vision, d'une pensée libre. Donc en fait, on manque d'utopie, tout bonnement. Et c'est aussi des gens, donc c'est des gens, ces gens qui défendent leurs utopies, qui sont assignés à désobéissance. Et là, on rentre sur un sujet qui est extrêmement perturbant pour la majorité, c'est-à-dire se dire qu'une minorité décide pour la majorité, souvent contre elle, mais pour son bien, et qu'elle va contre la loi, parce que la loi, en fait, ces minorités-là ne voient que la légitimité, le légal n'est pas quelque chose qui est plus important que la légitimité. Et les lois finissent par évoluer, poussées finalement par ces minorités. Le vote des femmes, il est passé 10 fois au Sénat, il n'a jamais été mis à l'ordre du jour. C'était dans le Conseil national de résistance et c'est De Gaulle qui l'a imposé en fait. Donc c'est parti des minorités, c'était parti de la résistance. Donc ce sont des gens qui désobéissent pour s'obéir en fait, pour obéir à leurs valeurs, parce que eux ils peuvent pas. De même qu'il y a des abolitionnistes, les abolitionnistes ils supportaient pas qu'il y ait l'esclavage dans leur époque. Donc en fait ils obéissent à eux-mêmes, à leurs valeurs, à ce qui est important pour eux. Et c'est pour ça on dit oui, les gens qui sont contre, ils disent non, mais en fait ils sont en train de dire oui. Ils sont en train de dire oui à autre chose. Ils sont en train de dire oui, l'humain peut faire mieux. On peut aller chercher un autre monde. Donc en fait, c'est des gens qui sont profondément prétentieux. Ça, c'est un truc qui est important, je pense, c'est que ce sont des gens qui ont une prétention sur qui ils pourraient être, sur ce que le monde pourrait être, et qu'il n'y a pas de raison pour qu'il ne le soit pas. Donc il faut une certaine forme d'audace et d'affranchissement aussi. Hein. Il faut s'affranchir, du coup, de cette non-confiance en nous qu'on nous inculque quand même, du fait qu'on ne pourrait rien. Donc voilà, ils s'affranchissent de ça, des croyances, voilà, de leur milieu très souvent. Parfois, on peut s'affranchir de ce qu'on a toujours fait, de sa formation. Voilà. Ce sont des gens comme ça, les utopistes. Et pour terminer, je dirais que ça a été ma révélation des derniers mois. J'avais pas compris, mais par contre, je pense que les auteurs de SF, de fiction, eux, l'avaient bien compris avant moi. Et moi, j'y arrive toujours en expérimentant moi-même. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'utopie, si, il a un lieu, c'est l'imaginaire. Et c'est pour ça que je me suis lancée en fait dans le roman, c'est que si on n'abreuve pas nos imaginaires pour avoir ces envies d'utopie, et en fait, ils sont squattés, quoi. Nos imaginaires sont squattés par le high-tech, puisqu'aujourd'hui, la seule utopie qui existe, c'est l'utopie high-tech, transhumaniste, aller sur Mars, qui est en fait de la diversion et de la désertion de la planète, et qui a besoin de nourrir d'autres utopies et de nourrir l'envie d'utopie. Voilà.